Merci beaucoup. Merci Sébastien. Si je prends le temps de vous regarder, c'est que je veux toujours savoir à qui je parle. Et j'aime beaucoup cette énergie qui se dégage de la salle. Je la sens de là où je suis maintenant. Je comprends fort bien l'introduction qui a été faite, mais les circonstances imposent aussi que je parle également d'autre chose pour arriver à ce qui a été annoncé, de ce que j'ai à vous dire. Ce que nous avons vécu hier soir, ce qui s'est produit sur les Champs-Élysées, nous rappelle une fois de plus avec horreur combien nous avons besoin d'un printemps solidaire. Et la solidarité ne peut pas être qu'un élan du cœur. Elle doit inclure aussi un sursaut de raison. Hier soir, la terreur a de nouveau frappé en France. Un jeune officier des forces de sécurité a été tué, 2 autres ont été blessés, l'assaillant a été abattu. Évidemment, bien sûr, nos pensées sont avec les familles, avec les proches, avec toutes les personnes en ce moment en deuil et en état de choc. Hier, c'était ici. Mais il y a quelques semaines et ces derniers jours, les attaques se sont multipliées. Cela ne vous parvient pas toujours, mais moi je peux vous le dire. Les attaques se sont multipliées les unes après les autres dans l'espace francophone. Cette fois, avant la France, c'était l'Égypte, c'était au Mali, c'était au Niger, c'était au Burkina Faso. Alors, nous faisons constamment l'expérience de ces ondes d'assaut en séquence. Et nous sommes constamment sur le qui-vive dans l'Organisation internationale de la francophonie. 84 États et gouvernements sur les 5 continents. Et notre résolution est d'être solidaires dans ce combat contre le terrorisme. Nous ne cessons d'en témoigner. Et nous le faisons en parfaite connaissance de cause, car les pays de l'espace francophone paient un lourd tribut. Nous avons été frappés au Canada, combien de fois en France, en Belgique, au Tchad, au Cameroun, au Niger, au Maroc, en Tunisie. Je pourrais continuer. La liste est tellement longue. Mais nous restons unis avec cette détermination qui est la vôtre aussi de résister, de tout faire pour que la vie triomphe. En novembre dernier, j'ai été appelée au Conseil de sécurité. Vous savez, dans cet hémicycle où tant de décisions importantes se prennent pour témoigner des opérations de maintien de la paix, dont la moitié se déroule dans les pays francophones. Et je sais que ce que je vous dis là de la francophonie souvent vous échappe parce qu'en France, on le sait peu. Nous travaillons, l'Organisation internationale de la francophonie, depuis plus de 20 ans sur les opérations de maintien de la paix. C'est grâce à nous, par exemple, que dans l'espace francophone, l'on ait des juristes, des médiateurs, des procureurs, des experts. Nous formons aussi les équipes qui vont là, sur le terrain civil, militaire, pour protéger les populations. Et le problème est mondial. Et ce qui est en jeu nous concerne tous.
Ces forces de destruction s'en prennent systématiquement à l'état de droit et aux valeurs universelles que nous avons en partage. Elles se saisissent de toutes les occasions pour déployer sur le monde leur stratégie de terreur, toujours de la même façon, de manière lâche, de manière abjecte, et leurs intentions sont les mêmes partout. Je vous dis cela parce que nous ne pouvons pas rester chacun pour soi dans notre deuil national et dans notre effroi. Perturber le processus électoral en France, mettre en échec l'accord de paix au Mali, déstabiliser de la même manière le Niger, le Burkina Faso, à leurs frontières. Et leur objectif est de contrôler des territoires, accentuer la polarisation dans nos sociétés, dans l'opinion publique et diviser les populations, briser la quiétude, créer un climat de suspicion et de peur généralisée, diffuser et attiser la haine, instrumentaliser, embrigader, radicaliser des jeunes parmi les plus désenchantés, les plus fragiles, les détourner aussi des valeurs de respect, de liberté, de fraternité et d'unité dans la diversité. Je sais qu'alors que je dis cela, vous le ressentez aussi. C'est ce qui se passe partout, cela se passe en France aussi. Et le chaos leur est essentiel pour dégager des circuits, dégager les circuits de tout leur trafic d'armes, de drogue, leur trafic d'êtres humains, affaiblir et briser des liens de solidarité, s'emparer des opinions publiques pour contrôler des territoires. Et ils s'en prennent partout aux efforts de paix, ils en ont contre la solidarité, ils minent toutes les actions investies pour plus de stabilité dans le monde. Alors, pour tout cela, nous devons demeurer solidaires et poser tous les gestes qu'il faut pour que la vie triomphe. Ne pas céder à la tentation et au discours du repli sur soi. Notre interdépendance face à ce fléau est un appel, je dirais, impérieux à la solidarité et à la responsabilité. Et la responsabilité veut dire aussi ne pas instrumentaliser, ni laisser instrumentaliser un sujet aussi grave, à des fins électoralistes, par exemple. Cette profusion d'amalgames que nous entendons ne fait qu'accentuer ces fractures qu'espèrent ces forces de destruction. Et dès lors, nous servons leur cause. Alors, il nous faut être une seule communauté humaine et solidaire. Et dans les amalgames irresponsables, il y a celui ignoble qui cherche à établir, par exemple, un lien de cause à effet entre migrants et terrorisme. Et là aussi, la question est grave. Et elle concerne des centaines de milliers d'entre nous sur la planète, elle concerne des centaines de milliers d'êtres humains. Et c'est vouloir chaque fois nous détourner des situations qui poussent et forcent des milliers de femmes, d'hommes, de jeunes et d'enfants à fuir. Et il m'est impossible d'en parler, je vous assure, sans que chaque fois des souvenirs douloureux me reviennent. Pour moi, ce ne sont ni des statistiques, ni des chiffres, ni des données, mais un chapitre de ma vie. Je suis passée par là. Enfant, j'ai eu à vivre cette très dure épreuve avec mes parents, comme des centaines de milliers de familles haïtiennes. Je suis née en Haïti. Devoir tout quitter dans l'insécurité la plus totale, tout laisser derrière soi, prendre de force le chemin de l'exil, sans plus rien à soi, pour échapper à la répression, pour échapper aux violences quotidiennes, à la pauvreté extrême, sous le régime dictatorial
sanglant et corrompu de François Duvalier. Et chaque jour, je pense à la chance que mes proches et moi avons eue de sortir vivants de ce cauchemar. Et je veux dire la chance que nous avons eue de trouver asile au Canada pour refaire notre vie et en devenir des citoyens à part entière. Nous arrivions sans rien, mais nous avions tellement de choses à offrir. Nous arrivions dans une situation d'extrême précarité, traumatisés, mais nous avions tellement à offrir. Et je peux vous dire tout de la solidarité qui a été à l'œuvre. Je pourrais vous parler de ces gestes, de cette attention, de ces ressources, de ces services, de ces politiques qui ont fait la différence, qui ont fait de nous des citoyens à part entière. Et très vite. Et le cœur et la raison étaient là, bien accordés, pour nous aider à surmonter l'épreuve. Nous n'étions jamais seuls. Nous n'étions jamais largués. Alors, qui l'eût cru qu'un jour, la petite réfugiée que j'étais serait appelée à occuper la plus haute fonction de l'État canadien, gouverneur général et commandant en chef du Canada, et aujourd'hui celle de secrétaire général de la francophonie. Lorsque vous voyez ces rescapés de ces traversées du désespoir, qui risquent tout en pensant que la vie est ailleurs et parce qu'ils ne la trouvent pas chez eux, dites-vous que celle qui vous parle aujourd'hui est aussi passée par là. Que toutes et tous ont tellement à offrir. On ne peut pas accepter que l'on parle d'elles et que l'on parle d'eux comme des nuisances, des indésirables. Alors, il n'empêche que chaque jour, sachant d'où je viens, je pense bien sûr aussi aux centaines de milliers d'autres de mes compatriotes haïtiennes et haïtiens dont les corps ont été broyés par la répression ou encore qui ont péri en mer. Je pense à ceux et celles qui affrontent encore aujourd'hui le pire, poussés par le désespoir et qui ne représentent qu'une froide, souvent statistique, d'anonymes classés dans la colonne réfugiés et migrants. Alors, bien sûr, je n'ai pas le temps à cette tribune de partager avec vous ce qui nous poussait à prendre le large, ce qui nous a fallu de force, à nous les survivants, pour renaître de nos blessures, repartir à zéro, nous reconstruire ailleurs. Mais nous, les survivants, nous nous demandons toujours si notre histoire et nos souffrances auront compté. En cet instant, je pense bien sûr en écho à ma propre histoire, à ces millions de personnes, en ce moment même, apeurées et traumatisées. Je pense à ces millions d'enfants, parce que plus de la moitié des réfugiés, des déplacés et des migrants sont des enfants, souvent des adolescents. Et tout cela se passe sous nos yeux. J'ai appris une chose dès ma plus petite enfance. Et cela m'est venu de mes parents qui étaient, oui, des hommes. Mon père, ma mère étaient pétris dans cette nécessité absolue pour eux de servir. Et ils m'ont enlevé cette part d'innocence, en quelque sorte, parce qu'ils me disaient toujours: tu dois voir ce qui se passe autour de toi. L'indifférence ne peut jamais être une option. Et tu dois toujours te dire que tu peux aussi faire partie de la solution. Tu peux aussi changer les choses. Je ne me souviens pas d'un moment, alors que j'étais enfant, de cette insouciance que je voyais chez d'autres enfants,
mes cousins, par exemple, qui étaient dans cette espèce de bulle où, bon, jamais. Mais ça a fait de moi la personne que je suis. Incapable de tomber dans l'indifférence. Incapable. Et convaincue aussi que nous pouvons faire bouger les lignes. Alors oui, il nous faut non seulement des printemps, mais il nous faut des étés, il nous faut des automnes, il nous faut des hivers solidaires. La solidarité en toute saison, il faut une approche humaniste, respectueuse de la dignité des droits fondamentaux de la personne, il faut une approche multilatérale, globale, concertée, coopérative, cohérente et responsable. Et qui implique vraiment une dimension que j'aime appeler multipartenariale. Et il nous faut regarder la réalité en face. Demandons-nous toujours pourquoi nous avons franchi en 2015, pour la première fois de l'histoire, le cap des 65 millions de déplacés forcés. Pourquoi plus d'1 million de réfugiés et de migrants ont affronté depuis 2015 le désert et la mer Méditerranée, ceux en provenance d'Afrique, pour tenter de rejoindre l'Europe au prix de leur vie. Et l'année 2016 a été la plus meurtrière que l'on ait connue. Eh bien, pour avoir trop tardé, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de tout mener de front. Agir autant sur les causes profondes de ces mouvements migratoires que sur leurs manifestations tragiques. Agir sur les causes profondes, eh bien, l'Organisation internationale de la francophonie que je préside, et vous en êtes, s'y emploie. Car au nombre des États et gouvernements membres de l'organisation se trouvent des pays de départ, des pays de transit, des pays de destination, éventuellement des pays d'accueil. Nous pouvons témoigner de toutes les dimensions de ce drame, de la crise migratoire. Cette situation nous traverse, elle nous interpelle quotidiennement sous toutes ses facettes. C'est dire aussi que nous ne restons pas les bras croisés. Nous agissons. Et notre solidarité implique le cœur et la raison. Avec nos programmes d'éducation et de formation, nos programmes de renforcement des capacités des collectivités, nos programmes de soutien à l'entrepreneuriat et à la création d'emplois pour les femmes et les jeunes, dans le cadre d'une stratégie économique que nous voulons vigoureuse, solidaire, dans les pays les plus affectés par ces exodes massifs, en nous disant qu'il faut agir à la source du problème, sur ce qui force certains, trop nombreux, très nombreux, à prendre le chemin de l'exode. Le sentiment d'impasse, d'un avenir bouché. Et nous voyons concrètement, et même dans ce monde très dur, très complexe, il faut avoir aussi des raisons d'espérer. Et je me réjouis de voir concrètement déjà ce que ces incubateurs, ces accélérateurs de très petites et moyennes entreprises que nous déployons et soutenons en ce moment avec, pas pour, avec 13 pays d'Afrique subsaharienne francophone, vraiment en co-construction avec leurs forces économiques, avec ces dispositifs, je vois ce que nous créons, je vois ce que nous rassemblons largement, ce que nous consolidons. Nous voyons naître un souffle chez quantité de jeunes qui sont là, agissant tous les jours sans qu'on le leur demande. Nous voyons comment cela aussi crée un appel d'air. Nous mobilisons des décideurs, les chambres de commerce et d'industrie, et c'est formidable de faire cela. Parce qu'il faut créer des possibilités, il faut créer des ouvertures, agir sur tout ce qui produit un sentiment d'impasse, d'avenir bouché et d'impuissance chez tant de jeunes et de femmes, et nous pouvons renverser la donne. C'est une question de raison. Et ces programmes d'accompagnement que nous déployons sont des plus essentiels aussi pour les pays les plus vulnérables de l'espace francophone, dans leur nécessaire adaptation aussi aux effets dévastateurs des changements climatiques.
Alors, l'Organisation internationale de la francophonie est aussi fermement engagée dans la prévention des conflits, le rétablissement et la consolidation de la paix, l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit, le respect des droits et des libertés. C'est vraiment l'un de nos chantiers d'expertise. Et ce que nous voyons, c'est aussi le fruit de tout ce travail fait à court, moyen, long terme, en amont. Les populations ont changé. Les populations exigent. Les populations ont un éveil extraordinaire. Nous avons vu ces jeunes du Burkina Faso refuser que l'on confisque les institutions de l'état de droit dans leur pays, tenir tête à ceux qui voulaient poser un geste de notre temps avec ces tentatives de coup d'État militaire et les faire reculer. Certains y ont laissé leur vie. Mais c'était ça. C'était non. Non, on ne confisquera pas nos institutions. Nous voulons vivre libres. Et ce qui nous réjouit aussi, et je vous invite à voir cette initiative que nous avons lancée qui s'appelle Libre au pluriel ensemble, Libres ensemble, www.libresensemble.com. Nous rejoignons 5 millions de jeunes de l'espace francophone qui montrent combien, par la force du nombre, ils sont beaucoup plus nombreux que tous ceux qui veulent, distiller la haine. Et ce qui nous rassemble, c'est un même sentiment d'urgence. Agir sur les causes, et nous sommes appelés désormais dans ce monde mondialisé, globalisé, à vivre et agir ensemble, et avec responsabilité, avec éthique et efficacité. La raison, le cœur et la raison. Et par-delà notre désarroi, et nous sommes souvent, n'est-ce pas, dans le désarroi, il nous arrive de nous sentir impuissants. Face, bien sûr, aux déplacements forcés, ces cohortes de laissés pour compte. Et il est, oui, de notre responsabilité commune de combattre sans relâche face à tant de souffrances, face à l'indifférence. Vous savez, le chacun pour soi, le chacun chez soi, qui est devenu illusoire et dérisoire dans un monde sans frontières. Et il est de notre responsabilité de renouer avec la fraternité, de renouer avec la solidarité, de renouer avec la tradition de l'accueil et la volonté de mieux se connaître, de mieux se comprendre, mais surtout la volonté de faire ensemble. Alors, il est, oui, de notre responsabilité commune, j'en reviens, de combattre avec la dernière des énergies les discours haineux, les préjugés xénophobes, les mouvements extrêmes, nourris de populisme et de nationalisme exacerbé, qui alimentent et instrumentalisent à des fins purement électoralistes la peur de l'autre et le rejet de l'étranger. Il est de notre responsabilité commune, enfin, de penser à court terme, mais aussi à plus long terme, une politique migratoire sous le signe de la concertation, de la coopération internationale, du partage, mais en regroupant nos forces, en regroupant nos actions, autrement que dans l'éparpillement, mais dans un échange gagnant-gagnant, en parfaite réciprocité. Alors, au lieu d'élever des murs et d'installer des barbelés, il y a les murs que l'on voit et ceux que l'on installe dans les esprits. Nous pouvons investir beaucoup de nous-mêmes dans le développement humain et économique solidaire, responsable et durable, et c'est résolument, je le pense, une option gagnante. C'est ce qui produit de la stabilité, c'est ce qui produit de la cohésion sociale, c'est ce qui produit, je pense, aussi du bonheur. Alors, l'Organisation internationale de la francophonie en fait son plaidoyer. Nous ne pouvons pas continuer d'agir chacun de notre côté et de voir tant de ressources se disperser faute de coordination est un scandale. Et c'est dans cet esprit que nous rapprochons aussi, nous nous rapprochons de tous les partenaires internationaux pour lancer aussi l'alerte de l'urgence de revoir nos façons de faire,
de mieux harmoniser nos actions, de manière à accomplir davantage et mieux répondre aux besoins de ces populations qui sont en danger et qui placent en nous leur confiance. Alors, disons-nous une chose, nous avons laissé se creuser les inégalités, nous avons fait preuve de laxisme face au chômage des jeunes, qui est un scandale. Nous avons laissé des conflits s'enliser, nous les laissons perdurer. Des fossés se sont creusés aussi sous nos yeux dans nos sociétés. Il y a des quarts-mondes intérieurs, y compris dans nos pays riches et développés, y compris ici en France. Alors nous devons, parce que tout l'exige, allier la solidarité des cœurs à celle qui inclut, je le redis, un sursaut de la raison, donc mettre nos moyens ensemble, agir stratégiquement. Parce que disons-nous une chose, l'histoire nous jugera. Je vous remercie. Merci.